Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Julia, dont la voix sublime toutes les mélodies, la porte aujourd'hui pour parler de ce qui reste loin du devant de la scène. La rectocolite hémorragique. C'est le genre de maladie qui fait honte et qu'on garderait bien à l'abri des regards. Et en même temps, ces besoins irrépressibles d'aller à selle peut vite exposer notre vulnérabilité au monde. Mais la RCH, c'est aussi une maladie invisible qui provoque de terribles douleurs, un épuisement ou encore de l'anxiété. Même si on ne sait pas qui de la poule ou l'œuf était là avant. Et c'est aussi une vulnérabilité aux microbes comme la Covid qui l'a isolée, elle qui vit en communauté. Julia, c'est une femme qui ose prendre le micro pour parler des angoisses profondes en toute transparence, de la nosophobie à l'hypocondrie. La peur de la maladie et de la mort prennent tout leur sens dans un passé autant connecté à ses expériences, comme le décès, bien trop jeune, de sa maman. Aujourd'hui, en phase d'accalmie, Julia nous montre que l'on peut se retrouver un jour de l'autre côté de celui de la douleur. Et j'espère que cette perspective-là t'amènera une chier de couleurs dans les jours noirs. Hello Julia, Hello Tamara, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? aujourd'hui ça va, je suis contente de faire cette interview avec toi. Voilà. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va, moi je suis en état assez anxieux aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça. Situation complètement extérieure à cette interview, mais voilà, c'est comme ça. Donc un peu de stress par-ci par-là, mais chez les invisibles, on a l'habitude d'avancer avec ce qui se donne au jour le jour, à la seconde. Exactement. Donc on y va comme ça. Donc toi aujourd'hui, tu viens nous parler de rectocolique hémorragique. Est-ce que je le prononce bien? Rectocolite hémorragique. Rectocolite Colite colique. hémorragique. Voilà. Avec l'abréviation, en fait, c'est RCH, on peut le dire plus RCH, simplement. ouais, c'est ça. Donc, c'est une maladie qui fait partie des MICI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Moi, c'est une catégorie de maladies que je connais bien parce que je vis moi-même avec un SIBO, c'est le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle qui crée de nombreux symptômes, ballonnements, nausées, intolérance alimentaire. Enfin voilà, on n'est pas là aujourd'hui pour parler du SIBO, mais en tout cas, on a une pathologie qui a des racines en commun, disons. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter comment la RCH, on va directement aller dans l'abréviation, se Allez. manifeste chez toi? Alors, chez moi, la RCH se manifeste de différentes manières et de manière assez violente. Donc, c'est des maux de ventre presque continus, avec un inconfort
qui est difficilement localisable. J'ai mal, je crois que c'est là, mais je sais pas, je suis pas bien debout, je suis pas bien assis, je suis pas bien couchée, voilà. Bon. Je suis fatiguée, extrêmement fatiguée. Et, euh, et du coup, ben, ça me met dans un état d'anxiété un peu quotidien. Donc voilà. Et là, je parle au présent, mais en fait, là, c'est stabilisé en ce moment, donc c'est bien. Mais ça a été pas stabilisé pendant presque 10 ans. Donc, euh, donc voilà, c'était un long, 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 long chemin dans la douleur et dans la banalisation de la douleur aussi, de se dire non, non, mais attends, c'est bon, c'est pas, je vais pas rester clouée dans mon lit comme ça, je vais faire la vie normale, donc je vais supporter la douleur. Hmm. Donc Tu voilà, en parles. gros, c'est douleur euh, euh, et c'est des, en fait, c'est des hémorragies à l'intérieur, on va dire. C'est au niveau du côlon, c'est toute la partie basse de l'intestin à l'intestin grêle qui est inflammée. Donc il y a des lésions et du coup ça rend la paroi très poreuse et très perméable. Euh, voilà, et du coup voilà. Il y a Hmm. plein de choses bonnes pour l'organisme qui ne passent plus. Hmm. C'est l'hyperperméabilité intestinale en fait. L'hyperperméabilité, voilà, c'est ça. Et tu dis qu'à la fois il y a des douleurs de ventre et à la fois des douleurs qui sont pas localisées. C'est-à-dire? Eh bien, disons que j'ai mis du temps déjà à savoir où c'était le côlon. Je peux regarder sur un dessin, mais ça dépend des médecins, ça dépend s'ils expliquent quand ils nous touchent. Bon, bah là, par exemple, vous avez mal là, c'est normal, en fait, c'est ici. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà, au bout de quelques années, j'ai compris. Ah ok, donc je crois que j'ai mal ici. Donc j'ai localisé le côté gauche. Voilà pourquoi je ne peux pas dormir du côté gauche quand j'ai mal au ventre. Enfin voilà, voilà, ça y est. Euh, et l'inconfort, il est généralisé parce que j'ai l'impression que ça me fait aussi un peu des douleurs ailleurs qui sont pas du tout intestinales, mais je sais pas trop. On parle aux médecins, mais voilà, ils savent pas trop me dire si c'est avéré ou pas. Est-ce que j'ai des douleurs articulaires ou pas? Est-ce que voilà, moi je sens des trucs comme ça et je sais pas à quoi c'est lié. Et souvent on me dit que c'est l'angoisse. Et je veux bien le croire, mais je pense que c'est pas que ça parce que des fois vraiment j'ai pas de raison d'être angoissée et c'est là quand même. Hmm. Est-ce que tu sens justement un inconfort, comme cette sensation d'être mal dans sa peau, mais pas esthétiquement? Je sais pas si tu vois la nuance, plutôt physiquement, Oui, oui, de pas être à l'aise vraiment dans son corps en termes de sensations. oui, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est un peu cet ordre d'idée-là. Ouais, c'est pas la même chose que le mal-être. Ouais, ouais, c'est encore autre chose. C'est vrai, physiquement, tu sens. En fait, sentir un organe en permanence, c'est pas du tout agréable. Ou alors, l'inverse, avoir l'impression que je ne sens plus du tout mes viscères, quoi. Comme s'ils étaient euh, absents. Je sais pas comment dire. Endormis. Il y a des moments où j'ai l'impression que je balade mon squelette et que c'est vide, qu'il y a rien dedans. Ça fait Hmm. vraiment un truc comme ça, très bizarre, très vraiment l'impression d'être comme un fantôme, un peu un truc errant. C'est très 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 bizarre cette sensation, c'est vrai. Hmm. Et tu disais là, ça s'est stabilisé, mais quand les premiers symptômes sont arrivés chez toi, ils se sont manifestés sous quelle forme? Alors, les premiers symptômes. Est-ce que tu peux répéter ta question? Excuse-moi. Je crois que ma question c'était, tu disais que là, ça s'est stabilisé, mais Ouais, quand les premiers symptômes se sont arrivés pour toi, donc il y a peut-être une dizaine d'années, c'est ça? 15, Heu, 15. 15, Ouais. comment ils se sont manifestés? Eh bien, ça se manifestait au départ par des gastro à répétition, en fait. Des gastro-entérites, enfin, ce que je pensais être des gastro-entérites, hein. C'est-à-dire que j'avais la diarrhée très souvent. Et un peu comme ça,
La diarrhée, quoi, un truc surprise, quoi, genre, oh, encore, oh là là. Bon, j'allais chercher des médicaments antidiarrhéiques, et puis hop, ça passait, et puis ça revenait 2 semaines après. Bon, voilà. Jusqu'au jour où, non, peut-être pas 2 semaines, c'était pas des intervalles comme ça, c'était plus long. Mais jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu vraiment des symptômes où je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Commence à avoir des saignements. Le médecin qui pense que c'est les hémorroïdes, enfin voilà, une espèce de d'errance un peu de diagnostic, même si ça n'a pas mis longtemps à mettre un diagnostic sur ce que j'avais. Heureusement, dans mon entourage, j'avais une amie qui était gastro-entérologue et qui m'a conseillé un de ses collègues pour faire une consultation. Alors, voilà, moi j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans. Euh, et bon, c'était un peu... bon, bah, vous êtes stressé, hein, c'est normal, hein, les petites jeunes filles stressées comme vous, ça arrive, faut vous détendre. Donc voilà, en gros, c'est arrivé un peu comme ça. Vous avez ça, mais c'est pas grave. C'est pas mortel en tout cas. Donc détendez-vous, ça va passer. Hmm. Quand tu parles de sang, c'était du coup du sang dans les selles? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc ouais, ouais, Et cette phrase que tu as dit, ce médecin, donc ce gastro-entérologue, c'est fréquent chez les jeunes femmes stressées. Est-ce que tu n'as pas un peu ouais. l'impression que c'est quand même une sortie à la fois sexiste et psychophobe? On n'est pas un peu là-dedans en Bien quelques sûr, mots? bien sûr, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je sais pas, j'avais 20 ans, je voulais juste qu'on me dise que ça allait s'arrêter demain. Donc donc ah bah ok, bah oui, c'est vrai que je suis stressée. Puis jouer le jeu, tu sais, genre, ah bah oui, ah bah merci beaucoup pour ce diagnostic, c'est très sympa. Ouais. Hmm. Voilà, et puis je suis repartie chez moi en tram avec ma couche dans ma culotte. Je me sentais, c'était horrible quoi, ce truc. En plus, je savais pas qu'on allait me faire un examen. Je ne Hmm. savais pas qu'on allait me faire une coloscopie. C'est quand même hyper intrusif. Donc sans anesthésie, enfin tu vois, un truc. Il y avait les internes, enfin c'était vraiment la totale quoi. Est-ce que les internes peuvent venir? Comment dire non, en fait? Trop Hmm. bizarre. Donc Donc voilà, je suis c'était rentrée chez moi avec ça et alors, une espèce de humiliant. choc. C'était un Ouais, peu un peu humiliant. humiliant. Un peu humiliant et un peu choquant, ouais. Hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Donc, tu vois cette personne, t'as pas de diagnostic, toi, tu continues à avoir, j'imagine, tes diarrhées intempestives, tes saignements, tes douleurs de ventre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et ben, je panique. Puis je suis fatiguée et j'apprends à, euh, à aller aux toilettes n'importe où. Moi qui étais plutôt, je vais aux toilettes chez moi. Là, je pouvais pas en fait faire autrement parce que dans les symptômes, il y a aussi avoir envie d'aller à la selle 15 fois par jour, de manière incontrôlée, quoi. C'est maintenant. Et en fait, c'est horrible de vivre dans cette urgence-là, dans ce truc où tu deviens complètement, comment dire, obsédé par l'idée de pas te faire dessus. Donc enfin, je sais pas, j'ai pas trop de mots pour. J'ai des images, alors, des moments de grande solitude et d'immense panique. Parce que ça touche à l'intime, tu vois, c'est un truc, tu racontes pas ça aux gens. Tu dis pas que t'es malade des intestins parce que ça a à voir avec le caca et que le caca, c'est pas bien, il faut pas en parler, c'est sale. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu humiliant là-dedans. Hmm. Moi, j'ai eu une pensée pour toi. Tu vas dire, bon, bah super, merci la place. Super. Tu sais, j'étais en retraite Vipassana là pendant 11 jours dans le silence. On était 80 personnes, 40 femmes et 40 hommes, Ok. séparés, hein, chacun dans un immeuble en miroir, si tu veux, non mixte comme ça. Et puis, le régime alimentaire qui était proposé n'est un régime qui ne me convient pas du tout.
qui est un régime particulièrement vegan avec beaucoup de tout ce qui est protéines végétales comme les lentilles, les pois chiches, Ah ouais. beaucoup De de crudité. légumes, et alors crudités, légumes d'hiver, poireaux, oignons, tout ça. Et heureusement, il y avait déjà pas de gluten et de lactose, heureusement. Mais il y avait tout ça, et c'est des choses que moi, je ne mange plus quasiment dans mon alimentation, sauf exception pour un repas, enfin voilà. Et en fait, j'ai passé 11 jours à faire des allées-venues, méditation, toilette. Soit pour vomir, soit parce que j'avais la Oui. diarrhée. Ah ouais, bah oui. Et évidemment, c'est des toilettes en commun, c'est des toilettes qui sont pas fermées en bas et en haut, hein, c'est ces toilettes Oui, d'école, hein, oui. qu'on avait à Ouais, l'époque. ouais, ouais. Donc, tu t'essuies pendant 15-20 minutes parce que c'est de la diarrhée et que ça s'essuie pas facilement. Enfin, voilà. Et ce côté que j'ai vécu juste pendant 11 jours était déjà assez dérangeant. On sent qu'il y a vis-à-vis du groupe quelque chose qui nous isole un peu ou qui nous met Ouais. mal à l'aise, ou se dire mais elle me croise encore aux toilettes, c'est la 15e fois de la journée. Enfin, un peu cet aspect-là. Je me disais non mais peut-être elles doivent se dire elle est enceinte, alors ça doit être lié à ça. Enfin, tu vois, tu te racontes vite des histoires et t'es pas très à l'aise en fait. Et je me dis j'ai eu peu de jours comme ça. Et et je me demande ce que ça a été pour toi quand tu avais 20 ans justement, qu'on a une vie des fois aussi très en communauté. Je sais pas, hein, si c'était, le cas pour toi, mais d'être toujours un peu avec des potes, de partir en vacances, de faire des festivals, voilà. Un peu cette vie-là, un peu de jeune qu'on peut avoir, et plus cette condition en fait de devoir tout le temps appel aller aux toilettes de manière très rapide. C'est ça. Et de passer devant tout le monde et de pousser les gens, de leur dire non, non, mais là, moi d'abord, hein, je suis désolée, mais ouais, ouais. Mais ben en fait, justement, je crois que ça, ça a fait que je me suis construite autour de ça. J'avais pas le choix. Et que du coup, mes jeunes années, elles ont été très solitaires, très enfermées chez moi, très à me cacher, en fait, à mentir beaucoup, enfin à mentir, à, et en plus à ressentir le manque d'envie d'aller partager des choses avec les gens. En fait, je peux pas, je suis fatiguée, je suis épuisée, donc je peux pas, en fait. Euh, donc ouais, ça a beaucoup joué sur ma manière d'être dans le monde. Tu vois, d'aller sans me poser de questions à un festival pendant 3 jours où je sais pas ce que je mange, je sais pas. Non, ça c'était plus. Enfin, disons que j'ai essayé de vivre la vie normalement et j'ai été confrontée à des situations euh, tellement difficiles à vivre et que tu payes en fait les jours d'après d'avoir tiré sur la corde que au bout d'un moment je résignais en fait. La maladie me rappelait toujours par des crises plus fortes que c'est elle qui était en train de, que c'est elle qui décidait quoi. Un peu. Mmh. Je me sentais vaincue. Il y a un moment où je me suis sentie vaincue. Tu Et ça, des c'était dur. exemples, de ces moments difficiles? Eh bien, moi, je suis chanteuse et donc je faisais des concerts. Hein. Enfin, c'était au début en plus où je faisais des concerts, donc je me disais, ok, bon là, je vais peut-être réussir à tenir pendant mon heure de concert, donc ça va le faire. Essayer de se concentrer aussi beaucoup de concentration pour, euh, pour se retenir, pour pas que ça se voit, pour, tu sais, l'espèce de sueur froide comme ça, où tu es en train de chanter, et tu te dis, mais en fait, là, je suis coincée, je peux pas partir. Donc, ça va le faire. Ça va le faire. Une espèce de force mentale un peu sortie nulle part, mais qui existe, en fait. Et un, je me rappelle, j'étais en concert au Luxembourg dans un club, et un club bondé, rempli de monde. Et la pause, et là, il faut que j'aille aux toilettes. Il y a des escaliers partout, les toilettes sont. Enfin, il y a la queue partout pour aller aux toilettes. Et l'enfer, en fait. Je me dis, mais je vais m'évanouir, en fait, tellement j'ai mal, tellement. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça. Mmh. Je peux pas vivre comme ça. Du coup, cette carrière de chanteuse, tu as dû la mettre entre parenthèses?
Bah non, je l'ai pas mise entre parenthèses, mais j'ai décidé de prendre la santé en main plutôt que de me dire ah mais c'est chiant à chaque fois que je mange ça j'ai mal au ventre bah vraiment me dire bah je vais arrêter en fait de manger ça de manger ça de manger ça voilà. Après c'est par des rencontres et des gens qui m'ont aiguillé vers tel ou tel régime ou tel praticien naturopathe etc plutôt des médecines un peu parallèles on va dire que ça m'a aidé à m'auto-gérer, Hmm. à Et me prendre en main, moi. du coup, ces régimes et ces personnes que tu as consultées, tu les as mis en place et tu les as vues alors que tu avais toujours pas de diagnostic? Si, 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 si. En fait, j'ai eu un diagnostic très tôt. Vous avez une rectocolite hémorragique. OK. Sauf que à cette époque-là, donc à ma vingtaine, quoi, mes 20 ans, c'était sur une toute petite partie du côlon. C'était la fin du tuyau, on va dire. Là, il y avait des lésions, le reste, ça allait. Sauf que du coup, j'avais demandé au médecin, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier? Est-ce qu'il faut que j'arrête des choses? Parce que, par exemple, je vois bien quand je bois mon café le matin, je vais aux toilettes direct. Enfin, ça me fait très mal au ventre. Il m'a dit, mais c'est normal. Le café, c'est comme ça. Euh, mais en tout cas, il n'y a aucune propriété sur la petite fiche technique du café laxative. Donc, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas. Vous continuez votre vie normalement. Détendez-vous, quoi. En gros. Donc du coup, bah, moi j'ai continué ma vie normalement à manger des trucs hyper inflammatoires, hyper acides, hyper pas appropriés en tout cas à ce que mon intestin pouvait supporter. Donc à la longue, je me suis abîmée. Et j'avais pas de suivi en fait. J'ai pas eu de suivi pendant 5 ans. J'étais un peu livrée à moi-même avec ma petite boîte de médicaments qui n'étaient pas assez dosés. Donc au bout de 2 ans de, de handicap, hein, on va dire handicap parce que je pouvais plus monter les escaliers en fait de chez moi sans être essoufflée, je pouvais plus, je perdais du poids. J'ai déjà un petit gabarit, mais là, enfin je perdais du poids à vue d'œil et j'étais dans un déni en fait. J'étais vraiment dans un déni de tu es malade, euh, tu vas mal, il faut te reposer, il faut te soigner, il faut aller voir des médecins. Enfin, voilà, pour moi, j'avais fait ce qu'il fallait faire. J'étais allée voir quelqu'un, on m'avait dit quelque chose et puis c'est tout. Voilà, maintenant, on me laisse tranquille. Donc, voilà. Et a priori, on t'avait donné un traitement du coup à ce moment-là? Oui, on m'avait donné un traitement, puis comme je disais, là, au bout de 2 ans de souffrance et de mal-être et de handicap quotidien et d'épuisement, je suis allée voir un médecin qui m'a dit, écoutez, on va doubler la dose de votre médicament. Et là, ça a commencé à aller un peu mieux. Donc, déjà, je me suis dit, bon, j'ai perdu 2 ans. Mais pas forcément plus d'examens, pas plus de trucs comme ça. C'était, on va voir comment ça se passe et puis on adaptera le traitement. Donc, on adapte le traitement pendant 2 ans, mais moi j'étais déterminée à arrêter les médicaments, quoi. Je ne voulais pas vivre en étant dépendante de médicaments. Donc j'ai commencé à tester des régimes alimentaires, sans gluten déjà, et j'avais toute une liste d'aliments où je me disais, bon bah là, ça quand je mange ça, c'est pas top, quoi. Donc voilà, j'avais quand même réussi à établir une liste un peu de trucs complètement euh, interdits, et d'autres où bah, je n'avais pas forcément identifié. Donc je continuais à manger des oignons, de l'ail, voilà, des tomates. Donc voilà. Et après ça, j'ai quand même décidé d'arrêter les médicaments. Parce que j'arrivais à me maintenir, mais en fait j'étais malade tout le temps, mais moins qu'avant. Donc je pensais que voilà, ça se verrait. J'allais plus aux toilettes 15 fois par jour, mais j'y allais que 6 fois. Ou 8 fois, tu vois. Bon, pour moi, c'était devenu acceptable, quoi. Enfin, c'est fou Ah, bien sûr. comme on peut s'habituer à ça, en fait. Et à avoir mal au ventre tout le temps, toujours le pantalon ouvert après les repas, avec une espèce de barre brûlante dans le ventre. Enfin, c'était mon quotidien, quoi. Me lever et mettre 3 heures. Je pouvais pas mettre de rendez-vous le matin. Heureusement, j'avais un emploi du temps que je pouvais
ajuster un peu à ma guise, tu vois. Tu as des rendez-vous ou tu as des répètes. Bon, bah, je vais arriver un peu en retard, désolé. Ou bah, je préfère plutôt répéter l'après-midi parce qu'au moins, j'ai eu mes 3 heures pour être malade le matin. Donc voilà, pour me lever, pour me recoucher, pour aller aux toilettes et essayer de prendre mon petit-déj, mais ça marche pas. Enfin, voilà, vraiment un quotidien réglé par la maladie, quoi. Voilà. Et Oui, on après dirait qu'elle ça, avait vraiment sa case dans l'agenda, voilà. quoi. Ah non, mais pas, tu peux pas faire autrement, en fait, hein. Avec ce genre de... C'est tellement envahissant dans ton corps, tu contrôles tellement plus rien. En fait, j'ai vraiment la sensation d'être dépossédée de moi-même par un truc qui fait partie de moi-même. C'est vraiment très, très bizarre. Psychologiquement, c'est un délire, hein. C'est un truc, tu sais plus trop, quoi. Qu'est-ce que je serais si j'avais pas cette maladie, en fait? Qu'est-ce que je devrais être sans ça, en fait? Ça m'a beaucoup hanté, cette question-là. Hmm. En fait, c'est pas moi, ça, c'est le moi de la maladie, mais le vrai moi, qui c'est, quoi. Voilà. Tu me parles de délire et moi je me souviens que la dernière fois tu m'avais dit avoir flirté avec la folie. Ah oui, alors non, ça c'est une expression. Quand je dis c'est un délire, ça veut pas dire, je parle pas de délire, c'est une expression. Mais oui, effectivement, j'allais y venir. J'ai fait plusieurs crises assez importantes et dont une crise qui m'a envoyée à l'hôpital en 2018 euh, et où, enfin, j'avais jamais eu mal comme ça de ma vie. J'avais perdu 5 kilos en, en 2 mois, je crois. Un truc comme ça. Moi, c'est vraiment euh, dans ma morphologie, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids. Et je reste filiforme à vie. J'ai toujours été comme ça. Après, la maladie ne m'a pas aidé à prendre le poids qu'on peut prendre à la vingtaine. Des fois, on prend un petit peu de jolies rondeurs, de choses comme ça. Bon, bah là, c'était pas possible. Mais en tout cas, voilà, j'étais à peu près stable. Mais là, c'était vraiment, il n'y a plus rien qui passait. Je ne pouvais plus rien manger. Même boire de l'eau me faisait mal au ventre. Donc je dépérissais dans mon lit. Je ne pouvais plus me lever. J'ai des copines qui m'apportaient des choses à manger. Enfin voilà, c'était vraiment très bizarre. Et en même temps, j'étais dans un flottement mental euh, tel que, en fait, la douleur, l'inflammation, la fatigue, ça m'avait éteint. J'étais éteinte, complètement éteinte. J'ouvrais les yeux le matin. Enfin, en fait, je dormais pas vraiment, mais j'étais pas vraiment éveillée. J'étais dans un- une léthargie comme jamais de ma vie j'ai été dans une léthargie comme ça sur plusieurs semaines, en fait, à me détériorer, voilà, de jour en jour. Et j'ai quand même eu la force d'aller chez mon médecin. Je sais pas comment. Il m'a vu, il m'a dit, vous allez à l'hôpital tout de suite. Donc je suis allée à l'hôpital pendant une semaine parce que j'étais déshydratée. Et voilà, pour que je reprenne un peu de poids et que je me réhydrate. Et pendant les 2 premières nuits, c'était la canicule en plus, enfin, c'était vraiment l'enfer. J'ai eu des douleurs tellement intenses que j'ai cru que j'allais rester coincée du côté de la douleur. Dans mon cerveau, il se passait des trucs, je sais pas, j'ai vraiment une expérience de flirter avec j'aime pas le mot folie, mais je trouve pas d'autres qualificatifs. C'était, ouais, c'est indescriptible. Comme j'ai vraiment l'impression d'être dans un tourbillon qui fait que je me fais aspirer par je sais pas quoi, et j'avais l'impression que j'arriverais plus jamais à réfléchir clairement et normalement, que j'allais rester coincée dans cette douleur. Est-ce que du coup, pour appeler ça peut-être différemment, est-ce que tu avais l'impression de faire l'expérience de quelque chose qui était hors d'une réalité que tu avais déjà vécue jusque-là? Ouais, c'est ça, complètement. Là, j'ai l'image encore dans la tête. Visuellement, il y a une couleur, il y a une espèce de tunnel, il y a un truc très très bizarre. On a vraiment l'impression de tomber.
et d'être euh, de plus en plus piégée dans ça. Et c'est passé, heureusement. Heureusement, c'est passé. J'arrivais quand même à peu près trouver le sommeil pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, par-ci, par-là. Et ça a duré, je sais pas, 3 jours, 2, 3 jours comme ça. Et après, ça allait mieux. Ça allait mieux. Heureusement, ça allait mieux. Et il y avait que les poches de glace qui me soulageaient. Alors que je pensais qu'il fallait que je mette du chaud sur mon ventre. Bah non, en fait, j'ai fait ça chez moi avec des bouillottes et des trucs, alors que il fallait que je mette des glaçons sur mon ventre pour calmer l'inflammation, en fait. Et enfin, bon, bref, là, c'était vraiment. Là, j'ai vu, en fait, vraiment la poche de glace. Je me la mets sur le ventre. En 5 minutes, elle est chaude. Là, tu te dis, mais enfin, c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression de prendre feu de l'intérieur? Et Et c'est cette... comme ça que j'ai donné le nom à une des chansons que j'avais écrites. J'étais en train d'écrire un album, en fait. Donc la chanson Feu est venue. Elle parle pas de ça, mais tout le rapport au feu, tout le nom de l'album, le logo sur l'album et tout ça, c'est cette période-là. C'est l'hôpital. Le Phénix, c'est ça en fait. C'est ok, je vais sortir de là. Comment s'appelle du coup cet album, si on peut le retrouver L'album sur les s'appelle plateformes? ouais, l'album s'appelle Les Yeux Noirs. Ouais, on peut le retrouver sur toutes les plateformes. Avec ton prénom, Julia? Avec non, avec mon nom de scène, c'est Isla, Isla. Ok, super. Ce moment à l'hôpital, ça a été, cette crise, elle a été comme un tournant pour toi? Ouais, c'était un tournant parce que je me suis dit plus jamais. Plus jamais je me laisse. Euh, En fait, je culpabilisais beaucoup parce que j'avais l'impression de m'être laissée aller, que j'avais pas assez bien pris en main ma santé. Je croyais que j'avais fait bien les choses et que j'avais compris, et je me suis rendu compte que j'avais rien compris à comment ça marchait cette maladie, à comment voilà. J'avais travaillé sur mon mental uniquement, la gestion de l'angoisse, la gestion de, de, de mon rapport à la maladie, mais comme j'étais encore dans un déni, j'étais plus dans un rapport de fuite à la maladie. Comment je gère le fait de mettre ça de côté et de me retrouver avec ma maladie quand je suis chez moi ou quand je suis toute seule, quoi. C'était plutôt ça. Hmm. Tu vois, de pas vouloir envahir l'espace avec ça, mais en même temps, d'avoir tout le temps mal et de le verbaliser, en fait. J'ai mal, je suis fatiguée. C'est un truc que je disais tout le temps, mais je me rendais pas compte. Hmm. Tu vois, donc, au final, je pense que j'ai importuné les gens avec ça. Et c'était vraiment ma hantise. C'était d'embêter les gens avec ça. Et c'était très, ouais, pas facile. Donc, ça a été un vrai tournant, ce truc-là. Cette crise-là dans le fait d'assumer, de dire je suis malade, en fait. J'ai une maladie. Et je combats. C'est pas facile, je vis avec, mais je j'ai pas dit mon dernier mot. Hmm. Moi, ça m'étonne pas tant que ça que tu travaillais plutôt sur le mental que l'aspect physique, parce que c'est quand même aussi une des premières phrases que tu as entendues chez le gastro-entérologue. C'est travailler votre stress, madame, pas autre C'est ça, chose. Le c'est café ça. ne vous fait aucun mal. Enfin, donc, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça que j'ai beaucoup entendu et que je connais en fait mon, mon caractère. Je connais mon anxiété. Enfin, je pensais connaître mon anxiété. Je la découvre encore aujourd'hui. Mais j'avais pas mesuré l'impact sur l'avancée de la maladie. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée à l'hôpital j'avais changé de médecin, j'ai changé de ville, en fait. Donc, j'ai changé de médecin et j'avais un vrai suivi. Là, pour le coup, j'ai vu aussi ce que c'était d'avoir un vrai suivi. Et je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a dit, bah voilà, maintenant, les lésions, elles font tout votre, tout votre intestin. Avant, c'était sur la partie basse et c'était remonté jusque à la frontière avec l'intestin grêle. Et là, je me suis dit, mais bah oui, en fait, après coup, je sentais que j'avais mal de plus en plus haut.
Mais c'est assez bizarre, en fait. On connaît jamais vraiment son corps. Ça se passe à l'intérieur. C'est vraiment bizarre d'être complètement conscient des douleurs de l'intérieur. Moi, je suis très visuelle. Donc, je peux comprendre les choses que je vois. Là, c'est que de l'invisible. Donc, il y avait vraiment un côté, faut que je m'écoute. Et tous les conseils que j'ai autour, c'est arrête de t'écouter. Tu t'écoutes trop. Les gens, tu sais, qui veulent bien faire et qui, oui, mais tu t'écoutes trop. Peut-être si tu t'écoutais moins. Bah, en fait, non, je pense pas. Alors que, Vraiment enfin, pas. moi je trouve ça vraiment comique avec beaucoup de guillemets, parce qu'en réalité, quand on vit avec ces maladies, on s'écoute ultra peu. En fait, moi, je remarque que depuis toute petite, j'ai l'habitude de vivre avec des douleurs que je n'exprime jamais. Puis tout d'un coup, il suffit qu'une fois on me demande ça va, puis je dis non, ça va pas, j'ai mal. Et moi, être là, non, mais elle s'écoute trop, non, mais elle est tout le temps en train de se plaindre. Alors que vraiment, genre, si je me plaignais à la réalité de ce que je vis, mais en fait, je passerais ma vie à dire que mon corps est souffrance. Et Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que on va appuyer sur un truc qui est complètement faux en réalité. Enfin, c'est un peu dommage, mais voilà quoi. ouais. C'est vrai que c'est. Oui, oui, c'est vrai que si on disait le quart de ce qui nous traverse. La question des autres, du regard des autres, de composer avec les autres, j'ai l'impression qu'elle est venue aussi fort dans ta vie en 2020, quand il y a le Covid qui est arrivé et du coup les confinements. Parce que si je me Oui. trompe pas, tu habitais ou tu habites encore en collectif. Ouais, c'est ça. Et j'ai le souvenir que tu prenais à ce moment-là des immunosuppresseurs. Peut-être que tu peux par ailleurs nous nommer ce que c'est. Et du coup, Ouais. ça a dû être pas évident d'être en contact avec d'autres personnes. Alors, effectivement, en 2020, j'étais sous immunosuppresseur. À la suite de la crise dont je parlais juste avant, là, en 2018, à l'hôpital, ils m'ont proposé de prendre des immunosuppresseurs parce que j'étais cortico-résistante. Et pour moi, c'était un peu un choc parce que déjà que j'aimais pas trop ça, les médicaments. Si en plus, la cortisone, ça marche pas, j'avais vraiment l'impression d'être. Là, c'est la deuxième. Enfin, quand ils te disent en deuxième intention, on va vous donner ça. En tant que grande anxieuse, tu te dis, mais c'est quoi la troisième intention et il y a combien d'intentions? Tu vois, tu te dis, si ça marche pas ça et que la troisième intention, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, je vais m'inflammer à vie et je vais mourir. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans mon cerveau d'anxieuse plus plus. Finalement, j'ai accepté parce que je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas vivre dans la douleur comme ça et aller à l'hôpital régulièrement pour qu'un jour on me dise, on va vous couper un bout d'intestin et on va vous mettre une poche. Ça, c'est dans ma tête, c'était un truc à éviter le plus possible. Donc, si ça peut m'aider à prendre soin de mon intestin et à le, comment dire, le mettre au repos pour qu'il cicatrise. En fait, c'est ça que j'ai compris. La cicatrisation est très importante. Donc, il faut le laisser tranquille. Il faut accepter le régime sans résidus où tu manges blanc ou jaune à peu près pendant des mois parce qu'il n'y a rien d'autre qui passe parce que tu es encore trop inflammé. Voilà, ça, j'ai appris à écouter tous, tous ces conseils-là et à les appliquer bien consciencieusement. Et du coup, ça a bien marché. Les immunosuppresseurs m'ont permis de bien cicatriser en à peu près, je sais pas moi, en un an. Non, 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 non. Déjà, dès les premières piqûres, je sentais que je reprenais de la force. Et, et en adaptant le régime aussi, vraiment plus strict, on arrête les oignons, on arrête tous ces trucs-là. Enfin, ou alors de temps en temps, mais voilà. On réduit un peu boire de l'alcool, c'est vraiment dans des occasions spéciales, voilà. Donc ça allait bien. Et comme je suis assez autonome comme personne, je voulais pas aller à l'hôpital pour qu'on me fasse mes injections, je voulais les faire toute seule. Donc voilà, j'avais des espèces de stylos comme ça où on se pique tout seul, soit dans le ventre, soit dans la cuisse. Et ça se gérait à peu près bien. À la crise du Covid, où du coup, euh, je- j'ai refait des crises d'angoisse que je faisais plus depuis, je sais pas, au moins 4 ou 5 ans. J'avais réussi à ne plus avoir de crises d'angoisse quotidiennes.
Parce qu'avant, j'avais des crises d'angoisse quotidiennes, donc j'avais bien, bien, bien travaillé là-dessus. Et là, c'est revenu, les crises d'angoisse, parce que je faisais partie des personnes fragiles, des personnes à risque. Alors que moi, dans la vie, à part ce truc-là, je suis jamais malade. Je pense que j'ai une assez bonne immunité, même si là, les immunosuppresseurs me cassent la moitié de mes soldats immunitaires, parce qu'il y en a trop, ils veulent trop faire la guerre, quoi. Donc du coup, on casse les effectifs, mais ça me rend un petit peu plus vulnérable aux infections. Donc du coup, Covid, infection, et on ne sait pas trop comment ça évolue, donc il faut surtout pas que j'ai de fièvre. Sinon, mon système immunitaire, on ne sait pas trop ce qui peut se passer avec. D'autant plus si je suis en sous-effectif d'immunité. Donc voilà, mon médecin qui me dit, vous ne sortez pas de chez vous, vous n'approchez personne. Je dis, je veux bien, mais je vis avec 11 autres personnes, quoi. Donc comment on fait? Donc voilà. Donc j'ai la chance de vivre dans un collectif à la campagne où les amis sont très sympas et m'ont prêté un de leurs habitats. Donc j'ai passé un super premier confinement. Finalement, j'étais dans une yourte au bord de l'eau, trop cool. Mais je voyais mes copains vivre en face de moi, quoi. On était face à face dans le jardin et puis voilà, on se faisait coucou de loin et puis il m'apportait mes courses devant la porte et puis je désinfectais les choses et puis voilà. Enfin, je sais pas si c'était comme ça aussi en Suisse, mais voilà, les 15 premiers jours du Covid, du confinement en tout cas. C'était les 15 jours où tout le monde était un petit peu en suspens jusqu'à voir qui déclare quoi. Est-ce qu'il y a des gens malades? Enfin voilà, c'était dur quoi. Puis ouais, mon médecin qui me disait, bah non, non, là pendant 15 jours, vraiment, vraiment c'est solitaire quoi. Donc ouais, c'était pas évident. Je faisais des petits coucous à mon amoureux comme ça, de loin, dans le jardin. Mmh. Voilà. Ouais, donc même ton conjoint, en fait, Ah bah il oui, oui, enfin moi pour le coup, je me suis dit, je vais pas, c'est débile de risquer un truc qu'on peut pas contrôler. Voilà, c'est que 15 jours finalement. Et puis au bout de 15 jours, on verra, on saura, voilà, la personne a déclaré le Covid. Comme on était enfermé, si personne a le Covid pendant 15 jours, personne n'aura le Covid après, si on reste enfermé, en gros. Donc voilà, on est resté enfermé. Mmh. Et avec ma santé, j'ai beaucoup contraint les autres à être enfermés, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je crois qu'il y a plein de gens qui se fichaient, en fait, d'avoir le Covid ou pas, et qui voulaient sortir, qui voulaient aller filer des coups de main, comme on est dans la campagne, ça marche en réseau, les agriculteurs du coin qui avaient besoin voilà, de coups de main, de trucs, et c'était assez compliqué de gérer les peurs de tout le monde et aussi l'absence de peur de certains. Dans les libertés de chacun, tout ça, c'est vrai que ça a posé des grosses, grosses questions. Et moi, ça m'a beaucoup déclenché de crises d'angoisse. Et j'ai commencé à avoir des symptômes, les premiers symptômes. Je me suis dit, ah, ok, je vais faire une crise. Et ça n'a pas loupé. Et on s'est rendu compte avec ma gastro-entérologue au bout de quelques mois où la crise ne passait pas que mes médicaments faisaient plus effet, en fait. Et là, j'ai commencé à paniquer, à me dire, ah, ok, d'accord, donc là, mon médicament marche plus. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me dire? Donc, on m'a proposé un autre immunosuppresseur en perfusion cette fois-ci. Et là, la perfusion, c'est un peu plus engageant dans le côté je suis malade, je vais à l'hôpital pour me faire soigner. Mais ça me sortait du déni que j'avais encore. Bon, voilà, je voulais m'autonomiser, je fais mes piqûres moi-même, et puis bon, voilà, je fais ça dans mon coin, dans ma salle de bain, puis hop, on n'en parle plus, personne ne le sait. Alors que là, voilà, j'ai un rendez-vous tous les 2 mois, je vais à l'hôpital. Voilà, Mmh. je suis dans ma chambre avec ma petite perfusion, puis j'attends que ça se passe. Voilà. Donc, j'ai mis du temps à me dire, ah bon, ok, j'accepte. Mais il fallait. Et c'était la bonne décision puisque j'ai jamais eu une qualité de vie comme ça depuis que je prends ces médicaments. Voilà. Mais bon, voilà, là, j'accélère un peu, mais il y a eu d'autres étapes
La crise a duré 6 mois, en fait. Hmm. Pendant 6 mois, je n'allais pas mieux et ça m'était jamais arrivé. Même la crise d'avant, qui avait été beaucoup plus violente, avait duré beaucoup moins longtemps. Là, pendant 6 mois, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas faire de vélo, je ne pouvais pas marcher trop longtemps, je pouvais pas. Enfin, c'était. Là, je suis retombée dans le handicap. T'as l'impression du coup que ce contexte Covid, il a aussi amené cette angoisse, qui a ramené une crise, enfin que tout ça est un peu imbriqué? Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, j'ai vraiment vu aussi l'impact de l'angoisse, le pouvoir des zones d'ombre dans le psychisme et dans la gestion des émotions, dans le contrôle de son anxiété, en tout cas l'acceptation, surtout, plus que le contrôle. Donc, ouais, ça m'a remis une petite claque et une petite leçon en même temps de tu n'as pas compris. Hmm. Donc, ça change aussi un peu mon point de vue là-dessus, sur la santé mentale aussi, sur plein de choses. Et sur qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, en fait, c'est au quotidien. Pour moi, en tout cas. C'est au quotidien. C'est aussi choisir des moments où, là, je suis consciente que je ne prends pas soin. Je vais le payer. Mais voilà, c'est calculé, c'est mis dans l'agenda. Voilà. Le week-end de craquage, c'est là. Voilà. Hmm. Là, je vais boire de l'alcool, je vais faire la fête, je vais pas dormir. Voilà. Après, je vais le payer pendant une semaine ou deux, je sais pas. Mais je serai consciente que bah, là, je m'étais octroyé un peu de liberté et un peu de non-contrôle, encore que je me permets pas de faire ça de manière alimentaire. J'ai trop peur. Hmm. Bah justement, en parlant de l'alimentation, moi, tu me nommais vraiment que tu avais ce deuxième handicap qui était un handicap social, qui moi me touche beaucoup, hein, parce que du coup, bah, je vis avec le même, hein, c'est ce côté où on peut se sentir très exclu. Voilà, pour des lors de repas avec d'autres personnes, parce que on doit toujours savoir qu'est-ce qu'est le menu, apporter son propre Tupperware, dire: «Moi, il y a déjà sans gluten, sans lactose, c'est déjà la base, mais en fait, si je te dis tout ce que je peux pas manger, genre tous les aliments sans FODMAP, avec FODMAP, Ça, je peux pas les manger, c'est la cata». Donc il y a vraiment ce côté aussi, où ça manque de spontanéité pour soi, où une invitation, c'est plus que, de la légèreté, je me laisse porter et je me fais inviter, mais c'est une ouais, charge c'est ça. mentale. Comment tu composes avec ça, toi? Alors, je compose. Là, je crois que j'ai trouvé un peu. Je sais pas, c'est peut-être le temps qui fait ça aussi à force. Mais là, ça va, je gère émotionnellement. Je gère ce truc-là. Mais ça a été très, très, très dur, surtout en vivant en collectif, avec des gens qui n'ont pas de problèmes de santé apparents comme ça, qui sont très handicapants ou quoi, ou en tout cas, ils se gèrent. Et en tout cas, au niveau gastrique intestinal, ça va. Donc, des bons vivants, des bons mangeurs, des bons buveurs, et de manière assez uniforme. Il n'y a pas un autre régime spécial, par exemple, quelqu'un qui mangerait sans sel ou végétarien, ou voilà. Là, on est plutôt sur un collectif assez homogène. Et d'autant plus, ben, je ne mange presque jamais la même chose que les autres. C'est-à-dire que dans ma vie, sauf si c'est moi qui fais à manger, ce n'est pas du tout ma passion, je ne partage plus de repas avec qui que ce soit, même si je suis à la même table. On ne mange pas la même chose, donc on ne partage pas le repas. On partage le moment, mais on ne partage pas le plaisir de ce qu'il y a dans notre assiette. Donc je mange ma tambouille à côté des autres. Je regarde les autres manger des trucs délicieux dont je connais le goût, lointain dans ma mémoire, mais que des trucs que j'adore, parce qu'en plus, moi, j'aime tout. Donc, c'est vraiment des renoncements. C'est des vrais renoncements et une vraie résignation de se dire c'est le prix à payer. Mmh. Pour cette qualité de vie, c'est ça mon prix à payer. C'est ne plus jamais rentrer dans une boulangerie, ne plus jamais
picorer dans des buffets. C'était ma spécialité. J'arrive dans un endroit, il y a un buffet, hop, je goûte tout, je picore tout, je prends des trucs dans mon sac. Enfin, voilà, ça c'est terminé. Maintenant, il faut que j'anticipe tout, tout le temps. Mm. Et presque, enfin, c'est une vraie bataille de pas tomber dans un trouble du comportement alimentaire non plus, parce que souvent, j'ai pas envie de me faire à manger. Mm. J'ai pas envie. J'ai la flemme à l'avance et du coup, j'ai juste envie de me nourrir vite. Allez, c'est bon. Quand je suis toute seule, il y a plein de fois où, voilà, qu'est-ce que je vais manger? C'est l'angoisse. Heureusement, mon amoureux aime bien faire à manger et il fait à manger et avec plaisir. Et ça, c'est trop cool parce que il essaye qu'on mange la même chose. Voilà, on va essayer de partager un repas. Et puis, voilà, le soir, quand on mange pas avec les autres, on mange la même chose et ça, c'est cool de Mm. partager au moins avec lui les repas. Mm. Ça résonne beaucoup quand tu dis moi j'aime tout. Enfin, c'est une phrase que je dis toujours aussi à mon entourage et c'est ça qui est d'une frustration terrible. C'est que vraiment, genre, il y a rien que je n'aime pas. Et en fait, je me dis Ouais, souvent, les gens doivent se dire, mais en fait, elle est super difficile avec la bouffe et tout. Mais en vrai, en vrai, pas j'adore du tout. tout, vraiment. Je peux tout manger. Ouais, Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est frustrant. ouais. C'est hyper frustrant, mais on y arrive quand même. Je sais pas si ça t'a fait ça à un moment où tu as senti l'espèce de sevrage qui était terminé. Le gluten, par exemple, au début, c'était dur. Alors, je craquais et puis je remangeais des trucs. Et à un moment, je me suis dit, non, non, mais stop, en fait. Là, je vais vraiment essayer d'arrêter. Et j'ai pleuré devant des croissants. J'ai pleuré devant du pain. De sentir l'odeur du pain, de l'imaginer avec du beurre dessus et tout, ça, c'est des trucs. Maintenant, mentalement, je pourrais me faire un plaisir mental à me dire, ah, une tartine de beurre avec du miel, ah ouais. Voilà. Alors qu'il y a une époque, il fallait même pas m'en parler, en fait. Je pouvais plus Hmm. partager le moment avec les gens parce que j'étais trop dans la frustration de me dire, mais moi, c'est pas juste, je veux manger ça. Ouais. Et je Tu suis obligée arrives de me maintenant avec la contenter. visualisation. Ouais, voilà, avec la visualisation, j'arrive maintenant. Et j'arrive aussi à prendre du plaisir à manger ma nourriture, entre guillemets, spéciale. Mes petites tartines craquantes au sarrasin. Bon, bah voilà, je me suis habituée. Maintenant, c'est devenu neutre. Je ne sens plus le goût du sarrasin, par exemple. C'est plus très fort pour moi. Ou les autres farines, la farine de riz, tout ça, c'est devenu ma base. Donc, les autres gens, quand ils goûtent mes trucs, s'ils veulent bien, parce que souvent c'est ah oui, sans gluten, sans lactose, non, non, mais vas-y, vas-y, mange ton truc, moi je vais manger des vrais trucs avec du beurre et de la farine de blé, quoi. Hmm. Donc maintenant je le prends à la rigolade, mais je me suis beaucoup vexée, je me suis beaucoup sentie isolée et pas comprise en fait là-dedans, mais les gars, c'est une vraie souffrance en fait. Je souffre, des fois j'aurais besoin que vous goûtiez mon gâteau, même s'il est pas bon pour vous. Que vous le trouvez pas comme un gâteau normal, parce que en fait, juste que vous ayez le même goût que j'ai moi dans ma bouche, en fait, et qu'on en parle. Parce que c'est ça un Totalement. repas, en Hmm. fait. Tu C'est un partages un repas partage. avec quelqu'un et tu commentes, ah c'est bon, ah ouais, bah moi j'aime moins, ou j'aurais mis plus d'oignons, ou plus de... Tu vois, c'est un échange, quoi. Hmm. Aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre avec justement ce nouvel immunosuppresseur et cette alimentation? Ouais, alors l'alimentation, donc moi j'avais établi ma propre liste comme ça. Et pendant la crise que j'ai faite au moment du Covid, quand on a eu le droit un peu de ressortir et tout, j'ai pris rendez-vous chez une naturopathe qui m'a confirmé ma liste et qui m'a rajouté des trucs, dont le lactose, parce que moi, j'avais pas le lactose tout de suite. Et je m'étais toujours dit, tant que j'ai le lactose, franchement, ça va, c'est gérable sans gluten. Et là, elle me dit, il va falloir arrêter le lactose. Oh, je suis rentrée chez moi en pleurant, en me disant, bon, qu'est-ce que je vais manger? Moi, je mettais les paquets sur le beurre et la crème pour maintenir mon poids, parce que j'ai aussi ce truc-là, encore autre chose, de complexe physique d'être toujours la plus mince, la plus maigrichonne, ah t'es maigre, machin, machin. Ça, c'est vraiment un truc qui me suit depuis l'enfance, hein, c'est ma morphologie, mais ça a toujours été un objet de moquerie ou de comparaison et de quête de grossir pour moi. Et du coup, d'avoir une maladie comme ça qui me fait maigrir ou qui ne permet pas que je puisse remplir l'espace, parce que pour moi, c'est remplir l'espace, d'être un peu plus rembourré
voilà, pour moi, il y a plein de mots en fait qui sont rattachés au corps, la générosité, le confort, tu vois, être confortable, ne pas être anguleuse, ne pas, tu vois, c'est un truc, voilà. Et du coup, là, je me disais, j'ai perdu le moyen que je pensais être le seul pour me maintenir à peu près, quoi. Là, si j'ai plus de gras, comment je vais faire? Et en fait, ma naturopathe m'a dit que sans lactose, la vie continue et qu'on peut compenser ces apports de protéines et de lipides par autre chose, par les huiles végétales, par le fait de manger beaucoup de poissons et de remanger de la viande voilà, enfin, il y avait de l'espoir et effectivement, ça marche bien et la vie sans lactose est possible. Après, je peux manger quand même du brebis. Heureusement, les brebis existent. Mhm. Donc voilà, ça me sauve un peu des repas qui peuvent être quand même, il faut bien l'avouer, assez monotones. Ouais. Moi, je viens d'apprendre que je suis allergique aussi aux brebis, donc vraiment tous Oh les non. fromages. Ouais, je suis dégoûtée. J'ai Ok. appris ça la semaine Bon. dernière, le deuil n'est pas encore fait. Ouais, ouais, il y a un deuil à faire, mais t'as raison, en fait, c'est un deuil, hein, c'est un Ouais, vrai le deuil, fromage. et ça prend Mmh. longtemps, ça prend longtemps. C'est clair. Enfin voilà, mais tu me parlais aussi du fait que la maladie, tu l'as observée chez un autre membre de ta famille. Est-ce que tu es confortable de nous en parler? Ouais, je peux, carrément. J'ai grandi avec une maman qui était malade du cancer. Elle a eu un cancer du sein très tôt, elle avait 36 ans, et moi j'en avais 10. Donc, depuis mes 10 ans, je connais, entre guillemets, la maladie, la fatigue, le fait d'être allongé sur le canapé, d'avoir des sautes d'humeur, la douleur chez l'autre. Et même si on la voit chez l'autre, on la comprend pas quand on la vit pas. Donc, je comprends aussi le fait d'être de l'autre côté et de se dire, oh c'est bon là, elle a encore mal, c'est pénible. Le côté pénible en fait de quelqu'un de malade à la maison. Et du coup, sachant ça, euh, étant dans les deux positions, je savais que je pouvais être pénible pour les autres et que c'était pénible pour moi de le savoir. Tu vois, ce Mmh. truc, je me suis retrouvée à la fois à sa place, de la culpabilité, de se dire, oh là là, mais je suis un boulet, je suis insupportable. Moi déjà, je me supporte pas. Mais alors, savoir que les autres peuvent des fois avoir des moments de, bon, j'en ai ras-le-bol, je sors, ça c'est hyper dur à gérer. Et du coup, ben, peut-être que tu l'anticipes un peu trop et que voilà, ça rajoute un peu dans le côté dramatique de la chose. Et c'est aussi une posture euh, psychique aussi de se dire non, non, mais assumer en fait. Oui, je suis malade. Oui, des fois, euh, je vais pas être de bonne humeur, je vais pas être machin. Mais en fait, des fois, ça va aller. Et vraiment se concentrer sur les moments où ça va. Lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, toi, tu m'as dit, «Je ne voulais pas être la fille couchée dans mon canapé comme sa mère». Est-ce que c'est comme ça que tu Exactement. te vis maintenant, comme cette fille couchée dans son canapé? Non, parce que en fait, je suis plus couchée dans mon canapé. Donc ça va. Par contre, les moments de crise, oui, carrément. Je, presque, je suis elle, quoi. Enfin, c'est très compliqué à vivre. Des crises pour moi à cause de ça. De me dire, est-ce qu'à un moment, il y aura une crise où je me relèverai plus de mon canapé, quoi. Mmh. Parce que ta maman est Ouais. décédée de ce cancer? Ouais, ma maman est décédée de ce cancer il y a presque 10 ans maintenant. Et moi, j'ai 36 ans cette année. Et j'ai peur. Voilà, je vis dans une année où j'ai très très peur de tomber malade, j'ai très très peur, voilà, ça me refait, tu vois, les crises d'angoisse se sont pas trop arrêtées depuis 2020. J'arrive à gérer, mais ça se traduit par autre chose. Je fais pas des crises d'angoisse où je peux plus respirer, où voilà, je suis en panique, je fais plus des crises de panique. Par contre, j'ai de l'angoisse un peu diffuse. J'ai des douleurs dans mon corps qui voyagent, voilà, des idées un peu fixes comme ça, qui ne me quittent pas, des obsessions pour ma santé, voilà, des choses, voilà, je bascule un peu dans la nosophobie et l'hypochondrie. Et, euh, et du coup, cette année-là, je sais que je dois être vigilante à cette angoisse parce que
c'est de l'angoisse de projection, de trucs un peu débiles de 36 ans, tu vois, des espèces de trucs de miroir et tout ça. Et plus j'angoisse, plus je favorise un terrain inflammatoire. Donc là, je suis dans une lutte. C'est vraiment la lutte de je veux pas que ça recommence, mais ça m'angoisse et si jamais ça recommence. Et donc voilà, là, c'est une période un peu critique. J'ai vraiment hâte d'arriver à mon prochain anniversaire. C'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai hâte d'arriver à mon prochain anniversaire. Mais là, symboliquement, il faut que je passe encore ces 6 mois-là Hmm. d'angoisse un peu, comment on dit, euh, ah, j'ai oublié le mot, euh, superstitieuse. Voilà, c'est ça. C'est plus de la superstition qu'autre chose. Mais voilà, là, j'ai hâte d'arriver au 37. Je te le souhaite. On se réjouit de ce moment pour toi, Ouais, avec toi. merci. Tu disais aussi que la maladie a été cause de divorce chez tes parents. Je sais pas, enfin, est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est, je sais pas si c'est une cause, mais en tout cas, ça a été, enfin, de ma position de témoin, de ce que j'ai compris de la séparation de mes parents, c'est que ma mère ne voulait pas que mon père soit une infirmière. Elle voulait pas de lui dans ce rôle-là. Alors lui, je crois qu'il s'en serait accommodé, j'ai l'impression, mais elle voulait vraiment pas. Elle était plutôt dans un rejet de sa maladie plus que dans une acceptation. Et elle était dans une lutte un peu permanente avec cette maladie. Et du coup, elle a rejeté aussi l'aide tout en la demandant. Enfin voilà, Hmm. c'était toujours très ambivalent. Et oui, effectivement, je crois que ça a été quelque chose symboliquement dans ma construction d'assez angoissant aussi de se dire que la maladie, ça détruit en fait. Ça détruit pas que la personne, ça détruit l'entourage, ça détruit les relations, ça. Ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de place en fait. Ça prend pas de la place que dans la vie de la personne malade, quoi. Ouais, et du coup, toi, comment tu vis le couple avec la maladie? Comment il se vit votre couple avec la maladie aujourd'hui? Eh bien, ça va parce que c'est stabilisé. Après, la maladie est entre guillemets toujours présente avec le régime alimentaire. Et c'est vrai que ça joue beaucoup sur mon humeur et sur ma confiance en moi, qui peut s'effondrer euh, au moment des repas. C'est-à-dire que tant que je suis chez moi, c'est sécurisé. Je sais qui a fait à manger, je sais que mes colocs sont super cool avec ça et que ils pensent toujours, il y a toujours un bon, on a fait ça pour toi, ou ils m'appellent, ah ça c'est bon, non, ça machin. Mais s'il y a un invité, les gens amènent le dessert, ils amènent pour tout le monde. Ah, j'ai oublié. Ah, mince, ah oui. Bah, tu peux pas manger ça, du coup, ben, ah, oui, ouais. Donc les gens sont mal, moi je suis mal, et ça me remet dans un truc un peu bah, je suis sur le côté, et les gens, ils ont pensé bien faire, et en fait, ils m'ont oublié. Et ça joue beaucoup, voilà, sur ma confiance en moi, et heureusement, mon amoureux est un très, très bon soutien dans cet aspect-là de ma vie, de notre vie du coup, puisque quand on va chez des amis, chez ses parents, voilà, on arrive avec mon, mon nécessaire de survie avec mes farines, mes trucs, enfin tu vois, ces gens, j'arrive, je prends toute la place dans la cuisine avec presque mon meuble attitré, bon ben voilà, ça c'est tout ce que je peux manger. À Noël, bah on va faire ça, mais on va faire ça aussi parce que sinon je peux pas manger ce que vous. Enfin voilà, j'ai l'impression d'arriver, de décider de tout. Alors que ce que je voudrais, c'est aussi me laisser porter comme une invitée. En fait, tu Hmm. viens et tu vas découvrir ce que les autres ont fait avec plaisir pour toi. Enfin, c'est quand même génial d'être invité et d'inviter les autres. C'est de leur faire des surprises, en fait. De leur dire, bah voilà, ça c'est ma recette préférée et je l'ai fait avec tout mon cœur pour toi. C'est quand même super. Hmm. Donc voilà, heureusement, lui, il est dans cet état d'esprit et c'est plutôt très aidant pour moi. Ouais, donc c'est vraiment un allié pour toi aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. C'est un allié et ce serait très difficile si c'était pas le cas. Ce serait vraiment très difficile. Et là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Hmm.
Tu me disais que tu te posais aussi pas mal de questions concernant la maternité. Ouais, c'est vrai. Je crois que je me pose des questions sur ma résistance physique, déjà, sur ma capacité aussi à pouvoir procréer. Je ne sais pas, en fait, dans quel état euh, de possibilité est mon corps, en fait. Je ne sais pas si ça va marcher, parce que ça peut affecter euh, la capacité à procréer. Ça peut rendre un peu stérile, quoi, ce genre de maladie. Euh, et aussi dans, admettons que ça se passe bien, la grossesse, comment je vais la vivre, les douleurs, comment je m'alimente pour mon bébé. Enfin, est-ce que ça va pas lui aussi lui provoquer des allergies, des maladies s'il mange pas tout le panel qui est disponible pour les humains qui ont une bonne santé? Est-ce que je vais pas le fragiliser? Est-ce que je vais pas lui transmettre un mauvais gène? Est-ce que, voilà, ça, c'est des questions que je me pose. Et sur la gestion de la fatigue aussi. Ensuite, comment je vais faire les traitements? Est-ce que je vais pouvoir prendre des traitements, enfin voilà, l'allaitement, tout ça? Est-ce que je vais, voilà, ça, c'est des choix qui font que ben j'ai un peu euh, jalonné tout ça en me disant si jamais ça arrive, ben césarienne. Je vais peut-être être beaucoup alitée, ça veut dire que je vais pas pouvoir travailler pendant que je suis enceinte. Enfin, tu vois, c'est un truc où tu te dis, ça devient une montagne encore plus grosse que ce que ça peut déjà être mentalement pour quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant et qui est d'une nature anxieuse. Et du coup, voilà, la montagne est quand même assez haute. Euh, et, et du coup, ben, le temps passe. 36, 37. Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant tard? Parce que mine de rien, pour moi en tout cas, c'est tard, mais c'est la vie, c'est comme ça. Après, j'ai lu des trucs que la grossesse pouvait un peu calmer les symptômes et permettre de remanger des trucs euh, qu'on mange pas d'habitude, mais qu'après, avec la chute d'hormones, peut-être ça pouvait reprovoquer une crise et tout ça. Et là, je me dis, mais comment tu veux t'occuper d'un nourrisson quand tu es en crise? Donc ça remet la charge sur le papa. euh, et c'est pas, et du coup, t'es pas dans un partage puisque tu es de nouveau sur toi, sur ta maladie, ou dans un espèce de truc où tu mets sur le côté et tu te mets toi entre parenthèses et tu t'abîmes, en fait. Enfin, enfin, c'est comme un dilemme un peu. Mmh. C'est des questions qui sont intéressantes parce que, le postpartum, il est difficile pour beaucoup de femmes, en fait, sans Ouais, qu'il y ait déjà une condition de maladie. c'est ça. Donc je pense que c'est des questions qu'on se pose et puis, moi, en étant enceinte actuellement, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué qui est pas forcément évident en plus de tout le reste, c'est, le fait que, une des maladies, donc moi, c'est une neurologique et une intestinale, bah, celle qui est intestinale, elle est au final localisée, là où il y a l'enfant, là où il y a le bébé, C'est ça. en tout cas dans la représentation. Ils sont pas l'enfant n'est pas dans l'intestin, on est bien d'accord. Et en fait, d'avoir toujours des douleurs ici, d'avoir toujours des inconforts ici, ça crée aussi un stress parce que c'est au même endroit où là, tu sens le bébé. Donc il y a C'est aussi ça. cet aspect-là qui peut paraître assez banal, mais moi qui m'a questionnée et je me suis dit: «Si j'avais une douleur à l'épaule, ce serait différent. J'aurais moins cette Oui. inquiétude pour le bébé» et là, tout est dans cette sphère qui est en commun. Ouais, bah, je comprends, exactement, exactement. C'est vraiment dans une sphère en commun qui fait que, ben, des fois, la rectocolite peut avoir enfin, des, des effets aussi sur mes règles, voilà, moi, c'est jamais le ventre, dans son entièreté, euh, est source d'inquiétude et de dysfonctionnement chez moi. Donc, c'est vraiment des questions où je me dis, oh là là, ça se trouve, ça marche même pas, en fait. C'est dysfonctionnel. Donc, voilà, il y a tout ce truc-là, même avant de me projeter dans quelque chose de réel, de réalisable, il y a tout, c'est tout nébuleux autour de, mais si ça se trouve, ça marche pas, en fait.
Donc, Hmm. comment croire en soi? Tu vois, quand je te parlais de confiance en soi tout à l'heure, la confiance en soi, c'est pas que du mental aussi, c'est avoir confiance en son vaisseau, en son corps, tu vois. Ben voilà, là, c'est comme quand tu as une voiture qui marche mal, t'es pas hyper rassuré sur la route. Bah là, c'est la même chose en fait. Tu sais qu'il y a des dysfonctionnements, et tu sais pas ce que ça va donner, quoi. Hmm. Totalement d'accord. Ouais. Bon, j'ai J'ai- comparé mon corps à une voiture, c'est un peu bizarre, mais Zut. En plus, on a l'habitude de comparer le corps des femmes aux voitures. ouais, voilà. Oh là là, c'est pas ça que je voulais faire. On a bien compris. Moi, Julia, j'arrive gentiment sur les 2 dernières questions de fin. Je sais pas si toi, tu as envie de rajouter quelque chose avant? Euh, Ouais, j'aurais envie de dire aux gens qui ont mal au ventre de pas laisser la douleur s'installer, de pas s'habituer. Parce qu'en fait, la douleur, elle est témoin. C'est un voyant rouge, quoi. Il se passe quelque chose dans le ventre ou ailleurs. Mais les douleurs de ventre, j'ai souvent parlé à des gens qui me disent: oh, bah oui, mais moi j'ai mal au ventre. Oh, bah oui, mais j'ai ça aussi. Puis j'ai ça comme symptôme. Va chez le docteur. Va consulter. Je comprends en fait la peur qu'on mette un mot dessus parce que ça met dans une case tout de suite ou ça met dans une représentation mentale en fait de bah, je vais changer de statut, je suis plus normale, j'ai ça. Et du coup, j'ai ça peut vite devenir je suis ça. J'ai une rectocolite hémorragique, et ben pendant longtemps, j'ai été cette rectocolite hémorragique. C'était moi en fait, c'était une partie de moi. Et c'est vrai que c'est une partie de moi, mais je veux pas que ça définisse. Euh, Ça fait partie de ma personne, de mon identité, c'est vrai, mais ça me définit pas totalement non plus. Je suis pas malade avant d'être quelqu'un qui, qui, qui a du désir de vivre et de vivre des choses, et voilà. C'est ça d'abord, et ensuite la maladie me met des bâtons dans les roues, et comment je fais pour les contourner? Mmh. Pas toujours facile, hein. Mais pour moi, ça passe par être au clair avec qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas. Et c'est pareil avec la santé mentale, hein. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi j'ai mal? Et à quel point ça me gâche la vie, en fait, par rapport à... moi, je vis avec des gens qui ont pas mal au ventre, hein. Bah, ils font plein de trucs. Vraiment. Ils font plein de trucs, ils pensent pas du tout à... Voilà, il y a pas... Voilà. Alors que quand t'as mal au ventre, tu fais des petits ajustements déjà. T'es déjà dans une charge mentale, en fait. Donc, je pense que c'est toujours mieux de savoir ce qui se passe pour adapter et pour s'économiser, en fait, pour économiser son énergie. On passe Mmh. une énergie folle à contrôler et à faire comme si ça n'existait pas, alors que ça existe. Ça embraye vachement bien sur, ma prochaine question, qui du Ah, coup, super. est quel message tu souhaiterais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies invisibles? Eh bien, je souhaiterais leur dire qu'elles ne sont pas seules. On est beaucoup, on est beaucoup à pas le dire, par pudeur et aussi surtout quand ça touche les intestins, par c'est pas très esthétique, quoi. C'est pas très sexy d'avoir une maladie des intestins. On sait tous ce que ça veut dire quand les gens disent: ah, moi aussi j'ai. Ah oui. On sait tous qu'on a un Emoji rapport au. toilette sur WhatsApp. Voilà, emoji toilette, on est un peu décomplexé de l'emoji caca aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc, c'est débile, hein, mais c'est vrai que ça met toujours un frein à parler de ça et à rentrer dans les détails, alors que, bon, voilà, c'est une réalité. Et voilà, les gens qui ont une maladie invisible, euh, on, on est ensemble, on se soutient, et la vie est possible aussi pour nous. Par contre, il faut en être conscient qu'on va avoir besoin de plus de d'armes, on va dire, parce qu'on a besoin d'armes pour se protéger, pour nous, notre propre protection, et pour aussi plutôt d'outils plus que d'armes pour pouvoir vivre la vie avec ce que notre corps nous permet de faire, nos Mmh. capacités. C'est sûr qu'on est diminué des fois, mais pas tout le temps. Et si on est diminué tout le temps, bah en fait, il y a quand même un parcours d'acceptation à faire, quoi. Il y a une vraie prise en main
de cette acceptation de la maladie et pour pouvoir la dépasser, Ouais. vivre Et- avec elle et dépasser l'affront que la vie nous a fait, de Hmm, nous filer un truc douloureux et invisible. hmm. Et quel message t'aimerais faire passer à l'entourage de ces personnes? J'aimerais euh, que, que les gens de l'entourage sachent qu'ils sont pas seuls non plus, parce que des fois, ça peut être un peu aussi la solitude, de rentrer chez soi et de se dire dans quel état il ou elle va être. Est-ce que je vais avoir droit au saut d'humeur? Enfin, c'est un peu marcher sur des œufs quand même d'être dans l'entourage d'une personne qui souffre physiquement et qui du coup va souffrir mentalement de cette souffrance physique. Donc il y a tout un tas aussi de choses que quand la personne va mieux physiquement, elle va peut-être pas mieux mentalement. Et ça, voilà, ça aussi c'est quelque chose à accepter. Il y a un parcours d'acceptation aussi, de partager la vie de quelqu'un qui souffre et, être conscient que, euh, que ces personnes ont un rôle de soutien, que des fois, un rôle de soutien, c'est un truc à assumer et c'est quelque chose de actif et de volontaire et que on peut des fois ne pas avoir la force pour soutenir au quotidien et savoir en parler avec l'autre personne, dire là, je suis dans mes limites, je compatis et je t'aime toujours, mais il faut que tu t'en remettes à quelqu'un d'autre. Ou, enfin, faut aussi se protéger en tant que personne accompagnante pour le bien de la relation avec la personne qu'on aime et de qui on partage la vie. Qu'est-ce qui est le plus important en fait? Est-ce que c'est la relation entre les gens? Si c'est la relation, il faut en prendre soin, il faut parler de ses limites aussi et de ses capacités aussi. Savoir que pour la personne qui est malade, là, il y a de la marge encore. C'est bon, tu peux te reposer sur moi, je n'en souffre pas, ou je gère ça, et je le fais pour toi, et je le fais pour nous aussi. Ne pas être dans une relation un peu hiérarchique de celui qui prend soin de celui qui est malade. C'est pas toujours très facile à vivre, ça. Et en tant que personne malade, personne souffrante, euh, ne pas oublier que nous aussi, en fait, on peut être une épaule et un soutien pour l'autre personne et que on reste un être humain et un partenaire et voilà, que la maladie est un caillou dans la chaussure, mais Mhm. que voilà, on vit ensemble, quoi. Et si la RCH était un super pouvoir, ce serait lequel? Oh là là, un super pouvoir! Et ouais, l'exercice de pensée est intense, je le sais. Eh bien, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Un truc positif? C'est quoi en fait? Un C'est super un super pouvoir. pouvoir, un truc Ah, qui me. Bien, ça serait le pouvoir de détecter les toilettes dans n'importe quel endroit, euh, de détecter la porte de sortie au moins. Et dans la nature, de détecter les petits coins bien cachés. Voilà, c'est ça. Ça serait avoir un super pouvoir de vision, c'est clair, rayon X. de détection rayon X. Là, il y a des chiottes. Voilà, ça serait vraiment le super pouvoir très utile. Eh ben, je te remercie pour cette fin absolument Magistral. totalement. Et je te remercie pour ton témoignage, Julia. Bah, merci à toi pour cette émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne suite dans ta grossesse et tout ça. Je te souhaite plein de bonnes choses. Bonne suite à toi aussi. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles
sur le compte Instagram Les Invisibles Podcasts. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.